Camp Livingston, en Louisiane. Juin 1945. La guerre en Europe était terminée. L'Allemagne s'était rendue 6 semaines plus tôt. Mais pour les 214 femmes allemandes internées dans le baraquement des femmes de Camp Livingston, le conflit perdurait. Il se déroulait chaque jour, 3 fois par jour, autour d'une table en métal, dans une cantine imprégnée d'odeurs de graisse, de café et d'un monde qui leur échappait totalement. Cela se produisait aux heures des repas, là où la propagande heurtait la réalité de plein fouet. Et pour la plupart de ces femmes, la réalité l'emportait. Elles mangeaient, elles reprenaient du poids, elles commençaient, à contre-cœur, à admettre que les Américains ne cherchaient pas à les empoisonner. La plupart, sauf Laïsel Weber. Âgée de 24 ans, Laïsel avait travaillé comme opératrice téléphonique au sein d'une unité de transmission de la Wehrmacht dans le nord de la France. Capturée en août 1944, elle avait transité par un centre de Cherbourg, traversé l'Atlantique, pour arriver à Camp Livingston en octobre. Elle portait les cheveux châtains, toujours relevés derrière les oreilles. Une petite cicatrice marquait son poignet gauche, souvenir d'un éclat d'obus qui avait traversé la fenêtre de son poste de communication lors d'un bombardement aérien. À son arrivée, elle pesait environ 43 kilogrammes, soit 95 livres. Elle était maigre, toute létine. Mais la maigreur de Laïsel avait été qualifiée par le médecin du camp d'un mot souligné dans son dossier, critique. Le matin du 11 juin 1945, Laïsel Weber cessa de s'alimenter. Sans fanfare ni éclat. Elle s'assit simplement à table avec les autres, fixa le plateau d'œufs brouillés, de pain grillé et de bacon posé devant elle, et n'y toucha pas. Ses compagnes le remarquèrent. Évidemment, dans un camp, rien n'échappe à personne, mais elles pensèrent à une mauvaise journée, un matin difficile, un souvenir pénible. Tout le monde en avait. Cela se répéta au déjeuner, au dîner, le lendemain matin et le surlendemain. Au bout de 3 jours, les autres femmes s'inquiétèrent. Au 4e, elles eurent peur. Au 5e, on appela le médecin du camp. Au 6e, Laïsel Weber n'avait rien avalé depuis 144 heures. Installée à sa place habituelle dans la cantine, mains croisées sur les genoux, regard rivé sur son plateau, muette, sans larmes, sans explication, elle refusait obstinément. Personne ne saisissait la raison. Avant de vous narrer ce qui advint le 7e jour, et je vous assure que vous n'oublierez pas cet épisode, laissez-moi vous poser une question. Si vous aviez été le cuisinier de cette cantine, observant une femme se laisser mourir de faim devant un plat que vous aviez préparé de vos mains, que feriez-vous? L'obligeriez-vous à manger? La laisseriez-vous tranquille? Tenteriez-vous de lui parler? Abandonneriez-vous? Réfléchissez-y et dites-le-moi en commentaire, car ce que fit ce cuisinier n'était rien de tout cela. Ce fut une initiative inattendue pour tous dans le camp, et cela transforma à jamais l'existence de Laïsel Weber. Pour en saisir l'efficacité, il faut d'abord comprendre pourquoi elle avait arrêté de manger. Et pour cela, il faut remonter le temps. Retourner dans une cuisine de Stuttgart, vers les mains d'une mère pétrissant de la pâte sur une planche en bois, vers le dernier vrai repas familial que Laïsel ait jamais partagé chez elle. Laïsel Weber était née en 1921 à Stuttgart, dans un étroit appartement au-dessus de la boulangerie que gérait son père. L'endroit était modeste,
2 chambres, un salon et une cuisine à peine assez large pour 2 personnes debout côte à côte. Mais cette cuisine était le cœur de tout. Sa mère, Gertrude, était une cuisinière domestique, pas une professionnelle ni une chef de restaurant, mais une cuisinière du foyer, celle qui ne dosait jamais, qui ajoutait les ingrédients au feeling, qui devinait ce qu'il fallait à une soupe rien qu'en la regardant sans même y goûter. Gertrude cuisinait comme d'autres priant, avec une ferveur silencieuse, une concentration absolue, la conviction que son geste comptait, même dans l'ombre. Ses plats phares étaient rustiques, une soupe de pommes de terre aux poireaux et feuilles de laurier, des spätzle maison, la pâte pressée au couteau sur une planche. Si chaque nouille était un peu irrégulière, un peu imparfaite, un peu vivante. Un sauerbraten qui mijotait 3 jours, la viande marinée au vinaigre et au baie de genièvre, emplissant la petite cuisine d'un arôme que l'Aïssel garderait gravé en elle jusqu'à la fin. Chaque repas suivait un rituel immuable. Gertrude officiait au fourneau. Le père de l'Aïssel, Otto, dressait la table. L'Aïssel et son jeune frère Fon se lavaient les mains et prenaient place. Et avant qu'on ne porte la première bouchée à la bouche, Gertrude les enveloppait du regard et prononçait invariablement « Cette nourriture est faite avec amour, mangez-la avec reconnaissance. » Ce n'était ni une prière, ni un ordre, c'était une vérité. Gertrude était persuadée, au plus profond d'elle-même, que les aliments portaient l'intention de celui qui les avait préparés. Qu'un plat cuisiné avec amour nourrissait bien plus que le corps. Qu'un repas préparé dans la haine ou l'indifférence pouvait vous ronger, même si tous les ingrédients étaient sains. L'Aïssel avait grandi avec cette conviction au plus profond d'elle-même. C'était aussi essentiel à sa vision du monde que la gravité ou la lumière du soleil. La nourriture n'était pas anodine. Elle portait un sens profond. Elle transportait l'âme de celui qui l'avait préparée. Cette croyance faillit la mener à la mort. La guerre avait tout emporté, par étapes successives. D'abord, la France. Il fut incorporé en 1941, envoyé sur le front de l'Est et tué à Kharkov en 1943. Il n'avait que 19 ans. La notification arriva un mardi. Gertrude la reçut à la porte, la lut une fois, la plia, la glissa dans la poche de son tablier et regagna la cuisine. Elle acheva le dîner, elle le servit. Elle s'assit, elle mangea. Elle ne pleura qu'après avoir couché l'Aïssel et Otto. L'Aïssel l'entendit à travers le mur, un bruit si discret et maîtrisé qu'il était pire qu'un cri. Le son d'une femme qui se brisait en secret, refusant de charger quiconque du poids de son chagrin. Puis ce fut Otto, pas la mort, mais le travail. La boulangerie fut réaffectée à la production de guerre fin 1943. Otto fut muté dans une usine d'armement en périphérie de Stuttgart. Il partait à 5 heures du matin et rentrait à 9 heures du soir. En 12 mois, il parut vieillir de 10 ans. Ensuite, disparut la nourriture. En 1944, les rations à Stuttgart tombèrent au niveau de la survie. Le pain était en grande partie de la sciure. La viande n'était plus qu'un souvenir. La cuisine de Gertrude, jadis capable de prodiges avec des ingrédients modestes, se tut. Il n'y avait plus rien à cuisiner. Certains soirs, elle posait les mains à plat sur la surface froide du fourneau et fixait les casseroles vides, comme si elle pouvait faire surgir de la nourriture par la seule force de sa volonté. Elle n'y parvenait pas.
Laïcel s'engagea dans le Wehrmachtsjacket Signalskorps en février 1944. Pas par patriotisme ni par devoir, mais par un calcul froid et implacable. Les militaires recevaient de meilleures rations que les civils. En s'enrôlant, elle soulageait ses parents d'une bouche à nourrir. Le jour de son départ, Gertrude lui prépara un repas. Le dernier. Cela semblait impossible. Il n'y avait rien à manger. Les rations étaient épuisées. Les étagères vides. Mais Gertrude était cuisinière. Et une cuisinière sait toujours se débrouiller. Elle avait gardé une seule pomme de terre. Elle avait échangé sa bague de mariage, un fin anneau d'or offert par Otto en 1919, contre un petit morceau de saindoux. Elle avait cueilli de l'ail des ours dans le parc près de leur appartement. Elle prépara une soupe des plus simples. Pommes de terre, saindoux, ail des ours, eau, sel. Ce n'était rien. C'était tout. Elle la posa devant Laïcel et prononça les mots rituels. Cette nourriture est faite avec amour. Mange-la avec reconnaissance. Laïcel en avala chaque goutte. Elle racla le bol avec sa cuillère, puis le tint entre ses mains, sentant sa chaleur contre ses pommes, et regarda sa mère sans qu'aucune ne dise mot, car il n'y avait plus rien à ajouter. Elle ne revit jamais sa mère. Les bombardements alliés sur Stuttgart s'intensifièrent au printemps et à l'été 1944. L'appartement au-dessus de la boulangerie fut rasé lors d'un raid en septembre. Laïcel apprit la nouvelle par les canaux militaires, sur une ligne tapée à la machine sur un formulaire conçu pour l'efficacité, non pour l'empathie. Adresse résidentielle détruite, victime civile confirmée, notification aux proches en attente, toutes les deux, Gertrude et Otto disparus. Le formulaire ne précisait ni comment ni quand. Il ne disait rien d'important et tout ce qui ne l'était pas. Laïcel le lut à son poste de transmission, dans une cave à Rouen, en France, tandis que l'artillerie alliée faisait trembler le plafond. Elle plia le formulaire, elle le fourra dans sa poche. Elle reprit le travail. Elle ne pleura pas. Elle avait hérité du talent de sa mère pour se désintégrer en privé. 3 semaines plus tard, elle fut capturée. Le premier repas à Camp Livingston fut servi sur un plateau métallique, sous des néons, dans une salle imprégnée d'une odeur inconnue de Laïcel. Œufs brouillés, pain blanc grillé, bacon, orange, jus, café. Les autres femmes mangèrent, et certaines avec prudence, d'autres voracement, certaines en larmes, car l'abondance semblait un mirage. Laïcel observa le plateau et ressentit une émotion indéfinissable. Ce n'était pas la faim, bien qu'elle mourût de faim. Ce n'était pas la peur, bien qu'elle fût terrifiée. C'était plus profond, tapi là où résonnaient les paroles de sa mère. L'endroit où nourriture, amour et sens s'entremêlaient en une foi unique. Cette nourriture était faite par l'ennemi. L'ennemi avait tué son frère. L'ennemi avait bombardé sa maison. L'ennemi avait anéanti ses parents, et voilà que l'ennemi la nourrissait. Elle mangea, elle le devait. Son corps l'exigeait, mais elle mangea comme on avale un médicament, de façon mécanique, sans joie, par pur instinct de survie, plutôt que pour se nourrir. Elle fit ainsi pendant 8 mois. 8 mois de nourriture américaine, 3 fois par jour. Œufs, bacon, pain grillé, bœuf, pommes de terre, maïs, haricots, café. Une nourriture abondante, régulière et totalement dépourvue de sens. Elle prit du poids. Le médecin nota son amélioration. Les autres femmes s'adaptèrent.
elles finirent par apprécier la nourriture, ou du moins par la supporter. Certaines se mirent même à la savourer. Elles firent de la découverte de la moutarde. Elles se choisirent des plats préférés. Elles échangèrent des portions de leur plateau. Pas l'aisselle. Elles mangeaient parce que l'autre option était la mort, et elles n'étaient pas prêtes à mourir. Mais elles ne goûtaient pas la nourriture. Elles refusaient de la goûter. Goûter, c'était l'accepter. L'accepter, c'était admettre que cette nourriture, préparée par des mains ennemies dans une cuisine ennemie, pouvait la sustenter. Or Gertrude lui avait appris que la nourriture porte l'âme de celui qui la prépare. Elle ne pouvait accueillir l'âme de l'ennemi. Puis arriva le 11 juin. Tout partit d'une lettre, ou plutôt de son absence prolongée. Pendant 8 mois, Liesl avait écrit à la Croix-Rouge pour obtenir des nouvelles de ses parents, une fois par mois. Sur les formulaires fournis par l'administration du camp, avec les noms de ses parents, leur adresse, la date du bombardement, 8 lettres en 8 mois. Aucune réponse. Le 11 juin, une réponse survint enfin. Une simple feuille, à en-tête de la Croix-Rouge, 3 lignes, confirmant ce qu'elle savait déjà sans vouloir le croire. Gertrude Weber, décédée. 14 septembre 1944. Otto Weber, décédé le 14 septembre 1944. Cause: bombardement aérien, dépouilles non retrouvées. Dépouilles non retrouvées. Pas même une tombe, pas même des os. Juste une ligne tapée sur un formulaire et une date signifiant que le monde avait cessé d'exister pendant que l'aisselle, dans un sous-sol en France, décryptait des messages inutiles pour une guerre perdue d'avance. Elle plia la lettre, elle la glissa dans sa poche. Elle se rendit à la cantine. Elle s'assit. On posa le plateau devant elle. Œufs brouillés, pain grillé, bacon, jus d'orange, café. Elle le fixa et quelque chose en elle se brisa net. Le mécanisme qui lui avait permis d'avaler de la nourriture ennemie pendant 8 mois. L'instinct de survie, la routine automatique, la discipline sans joie. Céda. Il céda car le dernier lien avec le monde venait d'être rompu. Ses parents étaient nés partis, officiellement, à jamais, sans retour possible, et la nourriture face à elle provenait de ceux qui avaient largué les bombes. Elle ne pouvait pas l'avaler. Elle refusait de l'avaler, non par envie de mourir, mais parce que cela aurait été une trahison. Trahison envers Gertrude, envers la cuisine de Stuttgart, envers la conviction que la nourriture transmet l'âme de son Créateur. Manger cela revenait à intégrer l'âme de l'ennemi, qui avait tué sa mère. Impossible. Elle cessa donc. Le premier jour passa sans alerte. Les femmes sautaient parfois un repas. Ça arrivait. Les gardes le notèrent. Celles autour d'elle pensèrent qu'elle pleurait sa peine. Elle la pleurait, oui, mais le deuil n'expliquait pas tout. Le deuxième jour attira l'attention. Sa camarade de chambrée, Helga Brauer, ancienne infirmière en Normandie, vit que Liesl n'avait rien pris au petit déjeuner ni au déjeuner. À l'heure du dîner, elle s'installa près d'elle et lui tendit un morceau de pain. « Mange, dit Helga, au moins le pain. » Liesl observa le pain. « Pain américain, hein? Blanc, moelleux, issu de blé, cultivé sur sol américain, moulu dans des meuneries américaines, cuit dans une cuisine américaine par des mains américaines. » Elle secoua la tête. Helga n'insista pas encore. Le troisième jour, Helga insista.
Elle s'assit en face de Laïsel à chaque repas et tenta tout ce qui lui passait par la tête. La logique d'abord. Tu vas mourir si tu ne manges pas. Puis l'émotion. Ta mère n'aurait pas voulu ça. Ah, ensuite la colère. Tu es égoïste. Il y a des femmes ici qui tueraient pour les restes que tu laisses. Laïsel entendit tout. Elle approuva chaque argument et ne mangea toujours pas. Elle tenta d'expliquer « la nourriture est impure ». « Elle n'est pas impure », rétorqua Helga. « C'est de la nourriture américaine, différente, pas impure. » Préparée par ceux qui ont tué ma mère. Helga se tut. Il n'y avait rien à répondre. C'était la vérité. Les Américains avaient bombardé Stuttgart. Les Américains avaient rasé l'appartement. Les Américains avaient tué Gertrude et Otto. Et les Américains nourrissaient désormais Laïsel 3 fois par jour avec des plats de leurs mains. La contradiction était intolérable, et Laïsel l'avait tranchée à sa manière, en refusant. Le 4e jour, le médecin du camp, le capitaine Morrison, l'examina. Homme pragmatique de l'Ohio, habitué à la famine sans en faire un drame, il prit ses constantes, le pouls faible, la peau sèche, les yeux caves. « Mademoiselle Weber, dit-il via un interprète, votre état est grave. Si vous ne mangez pas dans les 48 épaules en 8 heures, je devrais envisager une alimentation intraveineuse. » Laïsel le dévisagea. « Leaf sera-t-il américain ?» demanda-t-elle. L'interprète hésita. Le capitaine Morrison, qui n'avait pas saisi, réclama la traduction. Une fois informé, il fixa Laïsel longuement, puis il secoua la tête et partit. Ce soir-là, il nota dans son journal médical. La patiente refuse toute nourriture. Cause semble psychologique, non physique. Recommander une surveillance et des tentatives persistantes d'alimentation volontaire avant toute intervention forcée. Jour 5. La nouvelle se répandit dans le camp. Les Allemandes murmuraient sur Laïsel comme on parle de quelqu'un au bord du gouffre, avec effroi, curiosité et cette impuissance résignée à savoir que leurs mots ne l'atteindront pas. Certaines étaient furieuses. Elles avaient enduré des années de famine en Allemagne, et voilà qu'une femme refusait sciemment une nourriture bien supérieure à tout ce qu'elles avaient pu avaler de leur vie. C'était une offense, une gifle à tous ceux qui s'étaient arrachés à la fin pour arriver ici. D'autres saisissaient, non la raison, illogique au possible, mais l'émotion. Elles connaissaient ce sentiment d'être nourries par ceux qui avaient ravagé leur univers. Elles savaient comment un repas pouvait virer au goût de trahison, si on s'y abandonnait. Jour 6. Laïsel faiblissait, elle tenait à peine debout. Elle s'installa à sa place habituelle dans la salle à manger, car la routine était son seul ancrage. Mais elle n'effleura pas le plateau. La nourriture refroidit devant elle. Les œufs se figèrent, le pain se ramollit. Le café se couvrit d'une pellicule, les mains posées sur les genoux, le regard fixe sur le plateau. Elle guettait un signe, sans savoir lequel. Du fenestron de la cuisine, le cuisinier l'observait. Cela faisait 6 jours. Il s'appelait James Darnell, caporal James Darnell, âgé de 31 ans, originaire de Bardstown, une petite ville du Kentucky, à une 40aine de kilomètres au sud de Louisville. Pas un soldat de métier. Avant la guerre, c'était un vrai cuisinier, pas un de ces militaires suivant des fiches gouvernementales. Un homme qui saisissait la nourriture comme un musicien sa mélodie, par instinct au creux des paumes. Il avait officié dans un restaurant de Louisville, le Magnolia. Un modeste établissement, 12 tables,
une cuisine exiguë comme un placard. La propriétaire, une vieille dame nommée Mrs. Callahan, l'avait engagé à 19 ans parce qu'il était le seul postulant à goûter la soupe avant d'accepter. Celui qui goûte d'abord et parle après a sa place chez moi, lui avait-elle dit. Il y resta 11 ans. Il y apprit à confectionner des biscuits qui fondaient en bouche, à rôtir un poulet dont la peau craquait et la chair se détachait seule de l'os. Il comprit que le secret d'une bonne cuisine n'était ni la dextérité, ni les produits, ni les tours de main. C'était l'attention. Il fallait écouter les besoins de la nourriture, pas imposer les siens. Madame Callahan lui inculqua une autre leçon qui résonnait avec la conviction de Gertrude Weber sur la nourriture et l'amour. Ces deux femmes ne se croiseraient jamais. La cuisine, c'est un dialogue, affirmait-elle. On ne remplit pas juste un estomac, on raconte une histoire. Chaque assiette en porte une. Veillez à ce que la vôtre soit la bonne. James emporta cette philosophie dans l'armée. Conscrit en 1943, dirigé vers la restauration grâce à son expérience civile. Affecté à Camp Livingston début 1945 pour nourrir les prisonniers de guerre. Il prit sa mission à cœur, non par compassion immédiate pour les Allemands, ça viendrait plus tard, mais parce qu'il était cuisinier. Et un cuisinier nourrit tout le monde, point final. Il repéra les sels dès le premier jour de son jeûne. C'était son rôle de surveiller. Un cuistot scrute la salle, les plateaux retournés, qui mange, qui boude. Au troisième jour, l'inquiétude le gagna. Au cinquième, il interrogea les autres aides de cuisine. Elles haussèrent les épaules. Une Allemande qui ne mange pas. Pas leur affaire. Mais si, c'était la sienne. Chaque plateau intact était un message raté. Chaque refus, un échange avorté. Le soir du sixième jour, après que la salle se fut vidée, les plateaux ramassés et celui de Laïsel jeté intact pour la sixième fois d'affilée, James Darnell, dans sa cuisine, prit une résolution. Sans en référer à quiconque, sans demander l'autorisation, sans rapport ni procédure militaire pour prisonniers récalcitrants. Il se contenta de décider, le lendemain, jour 7, il changerait la donne. Le matin du 17 juin 1945 s'annonça comme tous les autres, à Camp Livingston. La cloche sonna à 6 heures. Les femmes traînèrent des baraquements à la cantine. L'équipe de cuisine prépara le menu habituel. Œufs brouillés, pain grillé, bacon, jus, café. Laïsel entra avec le groupe. Elle avançait lentement, chancelante. Helga la soutint par le coude jusqu'à sa table coutumière. Laïsel s'assit, mains sur les genoux, regard sur la toile cirée. Elle attendit le plateau. Il n'arriva pas. James Darnell surgit à sa place. Il sortit de la cuisine avec 2 assiettes. Pas des plateaux, des assiettes. De véritables assiettes en céramique, blanches, bordées d'une fine ligne bleue. James Darnell les avait dénichées dans le mess des officiers et les avait empruntées sans permission. Sur chacune trônait une modeste ration. Rien à voir avec les œufs brouillés, le pain grillé, le bacon ou les habituels mets distribués 3 fois par jour par la cuisine du camp. Sur chaque assiette, une seule pomme de terre bouillie, coupée en 2, nappée d'un filet de saindoux fondu. À côté, une pincée de verdure, de l'ail des bois que James avait cueilli ce matin-là près du garage des véhicules. Pommes de terre, porc, graisse, ail sauvage. Le réfectoire se fit murmure, pas un silence total, mais un calme profond. Celui qui s'installe
quand 200 personnes pressentent à l'unisson qu'un événement capital se déroule, sans en saisir la nature exacte. James posa une assiette devant Laïcel. Il en plaça une autre en face d'elle. Puis il tira une chaise, s'installa à table et saisit sa fourchette. Il ne dit mot, il n'expliqua rien, il n'accorda pas un regard aux gardes, aux autres prisonnières ou à quiconque dans la pièce. Ses yeux se pesèrent sur Laïcel. Puis il se mit à manger. Laïcel fixait l'assiette, longtemps. Ses mains demeurèrent croisées sur ses genoux. Son corps resta figé. Mais derrière ses paupières, un tumulte se déchaînait. Un débat intérieur, un affrontement entre la barrière qu'elle avait érigée et la vision qui s'offrait à elle. Ah, car elle l'a reconnue. Pas l'assiette, ni l'homme, ni le réfectoire, la table ou les néons bourdonnants au-dessus. Elle reconnut le plat, pommes de terre, porc, graisse, ail sauvage, ces trois éléments, cette alliance précise que sa mère avait composée le dernier jour où Laïcel avait mangé chez elle. Le dernier repas que Gertrude lui avait préparé. La soupe issue d'une pomme de terre précieusement gardée, d'une alliance troquée et d'herbes ramassées au parc. Ce n'était pas identique. Une pomme de terre bouillie, point de soupe. Les doses différaient, la mise en scène aussi. Tout était autre, sauf l'essentiel, les ingrédients. Les mains de Laïcel se mirent à trembler. Elle releva les yeux de l'assiette. James mâchait posément, sereinement, sans ostentation ni hâte. Il avalait, prenait une nouvelle bouchée. Il ne l'observait pas, n'attendait aucune réaction. Il se contentait de déguster le même mets qu'elle, à la même table, au même instant. Il lui transmettait un message muet. Ce repas est sans danger. Il est authentique. Il est le tien. J'en mange aussi. Nous mangeons ensemble. Laïcel reporta son regard sur l'assiette. La vapeur s'élevait encore de la pomme de terre fraîchement tranchée. Le sein doux luisait au creux le plus tendre. L'ail sauvage parsemait le tout en morceaux grossiers, loin du hachis fin de Gertrude, mais indubitablement ail, indubitablement sauvage, indubitablement vrai. L'odeur l'assaillit. Ce fut elle qui la terrassa. Ni la vue, ni la raison, ni les 6 jours de plaidoirie, de supplication et de menaces médicales. L'odeur, car elle est le sens primordial. Elle contourne l'esprit pour frapper droit au cœur des souvenirs. Et celui qu'elle réveilla était si intense, si net, si destructeur, qu'il pulvérisa les remparts dressés par Laïcel durant 8 mois de détention. Cette odeur, c'était la cuisine maternelle. Un mardi après-midi à Stuttgart, fenêtres grandes ouvertes, le pas de son père montant l'escalier, Front qui se disputait au foot avec le fils des voisins, Gertrude, penchée sur la cuisinière, remuant, fredonnant une mélodie dont Laïcel avait oublié le titre, mais qui vibrait en elle comme un eau. Cette odeur, c'était le foyer émanant d'une assiette préparée par un cuisinier américain dans un camp ennemi en Louisiane. Laïcel empoigna la fourchette. Sa main tremblait tant qu'elle faillit la lâcher. Elle la serra plus fort, l'approcha de la pomme de terre. Enfonça les dents dans la chair moelleuse, détacha un morceau. Le sein doux coula dessus. Un brin d'ail sauvage s'y accrocha. Elle le porta à ses lèvres. Le réfectoire était figé. 200 femmes et une douzaine de gardes suspendus. Helga plaquait une main sur sa bouche. Le capitaine Morrison se tenait dans l'encadrement de la porte, alerté par un garde qui lui avait signalé un événement. Il ne pit pas mot. Il observait. Laïcel glissa la pomme de terre dans sa bouche. Elle mâcha. La saveur la traversa comme un éclair.
non par sa finesse exceptionnelle, ni par une cuisson magistrale, ni par la rareté de la pomme de terre, de la graisse ou de l'ail. Elle la traversa parce qu'elle évoquait le dernier plat de sa mère, le goût de l'amour, du foyer, de tout ce qu'elle avait perdu, de tout ce qu'elle croyait ne jamais retrouver. Elle avala. Et puis Laïsel Babert, qui n'avait pas versé une larme quand son frère avait été tué, ni quand ses parents avaient péri sous les bombes, ni quand on l'avait capturé, expédié par-delà l'océan ou enfermé dans un camp entouré de barbelés, posa sa fourchette sur l'assiette, couvrit son visage de ses deux mains et éclata en sanglots. Elle pleura comme un barrage qui cède d'un coup, libérant tout ce qui était retenu derrière en un mur d'eau dévastateur qui balayait tout sur son passage. 6 jours de famine, 8 mois de mutisme, et toute une vie à tout garder enfoui, s'effondrèrent en un instant à une table métallique dans la cantine de Louisiane, devant une assiette de pommes de terre, de saindoux et d'ail des bois. La salle à manger resta muette. Personne ne bougea, personne ne parla. L'instant était trop fragile, trop profondément humain, trop brut pour qu'on ose l'interrompre. James Darnell, assis en face d'elle, sa fourchette abandonnée sur son assiette et les mains jointes devant lui, attendit patiemment. Il ne tendit pas la main vers elle. Il ne tenta pas de la consoler. Il ne prononça pas un mot. Il se contenta d'être là, laissant l'espace libre pour ce qu'elle avait à vivre. Cuisinier de son état, il savait que certains plats vont au-delà de nourrir le corps. Certains plats vous fissurent pour permettre à la guérison de commencer. Laïsel pleura longtemps, 3 minutes, 5 minutes. Les femmes autour d'elle pleurèrent aussi. Helga pleura. Des femmes qui ignoraient le nom de Laïsel, son histoire ou tout ce qui concernait la cuisine de Stuttgart, pleurèrent au son de son chagrin, universel. C'était le cri de chaque femme dans cette pièce, le bruit de chaque deuil, chaque bombardement, chaque lettre arrivée trop tard, chaque porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. Puis elle s'arrêta. Elle s'essuya le visage du revers de la main. Elle reprit sa fourchette et finit la pomme de terre, bouchée par bouchée. Lentement, avec intention, comme sa mère l'avait toujours enseigné. La nourriture mérite qu'on s'y attarde. Elle savoura le sel du gras, la pointe d'ail, la tiédeur terreuse et moelleuse de la pomme de terre, et à chaque bouchée, quelque chose remua en elle. Pas une guérison, pas encore. Cela prendrait des années. Mais une brèche, une ouverture, une mince faille dans le mur qu'elle avait érigé entre elle et le monde. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux vers James. Il était toujours là. Son assiette à lui était vide. Il avait mangé le même repas, au même rythme, à la même table. Elle ne maîtrisait pas assez l'anglais pour exprimer ce qu'elle ressentait. Il ne parlait pas un mot d'allemand. Le traducteur n'était pas là. Aucune langue commune ne les reliait, mais Laïsel le regarda et lâcha 2 mots qui n'en avaient pas besoin. « Danke schön ». Il hocha la tête. Il ramassa les 2 assiettes. Il se leva. Il regagna la cuisine sans se retourner. Inutile, leur échange était achevé. Comment l'avait-il su? Telle fut la question que tous se posèrent ensuite. Les femmes, les gardes, le capitaine Morrison. Comment un cuisinier américain du Kentucky avait-il deviné préparer à une Allemande une assiette de pommes de terre au saindoux et à l'ail des bois? Comment avait-il su que ces 3 ingrédients briseraient 6 jours de refus?
La réponse était simple et complexe à la fois. Et c'est ce qui faisait de James Darnell un vrai cuisinier, bien plus qu'un simple préparateur de nourriture. Il avait demandé. Le soir du 5e jour, après la fermeture de la cantine et le nettoyage de la cuisine, James s'était rendu au baraquement. Il avait trouvé Helga Brower, l'infirmière qui accompagnait Laïsel à chaque repas. Il avait emmené un traducteur, un jeune soldat nommé Schultz, dont les grands-parents étaient allemands et qui baragouinait un allemand correct, quoique maladroit. James posa une seule question. Qu'est-ce que sa mère lui cuisinait? Helga le dévisagea. Pourquoi? Parce qu'elle ne refuse pas la nourriture en général, répondit-il. Elle refuse notre nourriture. Il y a une différence. Si je savais quel plat compte pour elle, quel plat évoque le foyer, je pourrais peut-être l'atteindre. Helga réfléchit. Elle avait entendu Laïsel évoquer sa mère, pas souvent, pas en détail, mais par bribes murmurées, comme les prisonniers parlent de leur père dans le noir de la nuit, quand les barrières tombent. Elle rapporta à James ce qu'elle savait. La mère de Laïsel était cuisinière. Elle préparait une soupe de pommes de terre. Avec des ingrédients simples. Laïsel avait un jour glissé, d'une voix si faible qu'Argo l'avait à peine perçu, que le dernier plat de sa mère avait été une soupe à base de pommes de terre, de saindoux et d'ail des bois. James écouta. Il ne prit pas de notes. Inutile. Un cuisinier grave les ingrédients en mémoire, comme un musicien retient les notes. Il rentra à sa cuisine. Il se procura une pomme de terre aux réserves du camp. Il récupéra du saindoux dans le seau de récupération. Et à 5 heures du matin du 7e jour, avant l'arrivée de l'équipe, il partit derrière le garage avec une lampe torche et dénicha un carré d'ail des bois poussant dans la terre humide au bord du fossé d'écoulement. Il le cueillit, il le lava, il fit bouillir la pomme de terre, il fit fondre la graisse, il dressa 2 assiettes. Il ne fit pas de soupe. Il ne pouvait pas reproduire la recette de Gertrude, car il ne la possédait pas, et ne l'aurait jamais. Mais il pouvait disposer ces 3 mêmes ingrédients sur une assiette et compter sur le souvenir qu'il portait pour accomplir ce que les mots étaient incapables de faire. Madame Callahan lui avait appris que la nourriture est une forme de dialogue. Il en entama donc un, non pas en anglais ni en allemand, mais dans la seule langue qui importait vraiment, celle d'une cuisine à Stuttgart, où une femme avait autrefois préparé une soupe pour sa fille en disant « Cette nourriture est faite avec amour ». Laïsel prit son petit déjeuner le lendemain matin. Le menu standard de la cantine: œufs brouillés, pain grillé, bacon, jus d'orange, café. Elle mangea lentement. Elle n'y prit pas de plaisir, mais elle mangea. Elle prit le déjeuner. Elle prit le dîner. Elle mangea tous les repas, chaque jour, durant les 4 derniers mois de sa captivité. Pourtant, quelque chose avait changé au-delà de sa simple envie de manger. C'était sa posture à table. La Marosetta mécanique avait disparu. Elle était désormais pleinement là. Elle savourait les saveurs. Elle observait les plats. Elle examinait la nourriture avant d'y toucher, non plus avec méfiance ou dégoût, mais avec une attention sereine que Helga reconnut aussitôt. C'était le regard que posait autrefois sa mère sur les aliments, avec respect. James poursuivit son travail en cuisine. Il ne chercha pas à approcher Laïsel. Il n'essaya ni de nouer une amitié, ni de créer un lien, ni d'inventer une histoire.
il revint à la préparation d'œufs brouillés, de pain grillé et de bacon pour 200 femmes. Et il le fit avec la même minutie habituelle. Mais un léger changement s'opéra aussi en cuisine. Sur le comptoir latéral, près des plats du petit déjeuner standard, James posa chaque matin un petit bol de pommes de terre bouillies. Simples pommes de terre, nature, coupées en deux, légèrement salées. Elles ne figuraient pas au menu officiel. Elles n'étaient pas approuvées par l'administration du camp. Elles étaient simplement là. Les femmes allemandes les découvrirent. D'abord, seul Laisselle en prit une, la plaçant sur son plateau à côté des plats américains, comme un fragment de foyer juxtaposé à un paysage étranger. Puis d'autres femmes remarquèrent. Elles en prirent aussi. En une semaine, le bol était vide tous les matins à 7 heures. Personne ne demanda d'où venaient ces pommes de terre. Personne ne les signala. Les gardes les virent et se turent. Le capitaine Morrison les vit et se tut. L'administration du camp, si elle en eut vent, préféra fermer les yeux, car dans un camp, certaines choses n'ont pas besoin d'autorisation. Elles n'ont besoin que d'être tolérées. Laisselle fut rapatriée en Allemagne en octobre 1945. Elle rentra à Stuttgart. La ville n'était que ruine. L'appartement avait disparu, la boulangerie avait disparu, la cuisine avait disparu. Elle se tint sur la rue de son enfance, face au vide béant où s'était déroulée sa vie, et ressentit le même néant asphyxiant que lors de l'arrivée de la lettre de la Croix-Rouge. Mais cette fois, quelque chose différait. Cette fois, le vide ne l'engloutit pas. Il était là, immense. Pourtant, elle put lui faire face sans y sombrer. Elle avait mangé une pomme de terre dans une cantine en Louisiane, et cela, d'une manière inexplicable, avait suffi à la rattacher au monde. Laisselle rebâtit sa vie pas à pas, dans la douleur, comme tous les Allemands de l'époque, brique par brique, jour après jour, mue par une obstination farouche et un espoir irrationnel que les choses pouvaient se reconstruire. Elle trouva un emploi comme opératrice téléphonique, le même qu'au corps des transmissions, recyclé pour un central civil, au cœur de Stuttgart. Elle loua une chambre dans un immeuble épargné par les bombes. Elle mangeait ce qu'on trouvait, pain rationné, viande en conserve, tout ce que fournissaient les autorités d'occupation. Et chaque dimanche, elle cuisinait, dans une cuisine qui n'était pas celle de sa mère, sur un poêle qui n'était pas celui de sa mère, avec des ingrédients rationnés et rares, loin de l'abondance du camp américain. Mais elle préparait cartel soupet sur Broten quand elle dénichait de la viande. Elle cuisinait de mémoire, par réflexe musculaire, comme cette fillette qui se tenait jadis aux côtés de sa mère, dans une cuisine étroite, observant ses mains exécuter des recettes jamais couchées sur papier, car elle vivait dans les doigts. Et avant de manger, à chaque fois, elle prononçait ces mots. Cette nourriture est faite avec amour. Mange-la avec gratitude. Elle les disait à une pièce vide. Elle les disait à personne. Elle les disait à sa mère. Elle les disait parce qu'ils étaient vrais, parce que Gertrude avait raison. La nourriture porte l'âme de celui qui la prépare, et celle de Laisselle portait l'âme de Gertrude, transmise à travers des décennies de soupes aux pommes de terre, de spadzettes et d'ail des bois cueillis dans un parc d'une ville disparue. Et quelque part dans cette lignée, entre une cuisine de Stuttgart et une cantine en Louisiane, s'était glissée l'âme d'un cuisinier américain du Kentucky,
car James Darnell avait dressé une assiette avec attention, intention et soin. Il l'avait cuisinée comme Madame Callahan le lui avait enseigné. Un dialogue. Et ce dialogue murmurait « Je te vois, je vois ta souffrance, je ne peux pas la guérir, mais je peux t'accompagner. Je peux manger la même nourriture que toi. Je peux te montrer que ce repas n'est pas une arme. C'est un pont. » Laïcel porta ce pont en elle jusqu'à la fin de ses jours. Elle ne revit jamais James Darnell. Elle ignorait son nom, ne l'ayant jamais connu. Au camp, il n'était que le cuisinier, l'Américain au tablier blanc qui s'était assis face à elle, le pire matin de son existence, pour manger une pomme de terre en silence. Elle ne savait pas qu'il rentra à Bardstown, Kentucky, en novembre 1945, qu'il reprit son poste au restaurant Magnolia pour y travailler encore 23 ans, jusqu'au décès de Mrs. Callahan et la fermeture de l'établissement, qu'il lança ensuite son propre commerce, un petit diner nommé Darnell's on Main Street, qu'il dirigea jusqu'à sa retraite en 1978. Elle ignorait qu'il cultivait de l'ail des ours en pot derrière le dîner, sans jamais en expliquer la raison, que certains matins calmes, il faisait bouillir une pomme de terre, y versait du saindoux et la dégustait seul au comptoir avant l'ouverture, et que cette saveur le ramenait invariablement à un réfectoire en Louisiane, où une femme avait pleuré sur un plat qu'il avait préparé de ses mains. Elle ne savait pas qu'il raconta cette histoire une seule fois à sa fille Ruth en 1972, alors que Ruth avait 16 ans et se plaignait de devoir aider en cuisine. « Tu ne comprends pas, avait-elle dit, ce n'est que de la nourriture. »« Ça n'a pas d'importance. » James l'avait longuement observé, puis il lui avait parlé de cette Allemande qui refusait de manger, de la pomme de terre au saindoux et à l'ail des ours, du bruit de ses sanglots, des deux mots qu'elle avait prononcés à la fin. « La nourriture compte toujours, » avait-il dit à Ruth. « Ce n'est jamais qu'une simple nourriture. Chaque assiette que tu prépares est une conversation. Assure-toi que la tienne dise la bonne chose. » Ruth ne se plaignit plus jamais de la cuisine, et Laïcel n'en sut rien. Elle mena sa vie à Stuttgart. Elle travailla. Elle cuisina le dimanche. Elle épousa finalement un homme discret du nom de Karl, employé à la poste, qui ne l'interrogea jamais sur la guerre, car il savait que certaines portes doivent demeurer closes. Elle eut 2 enfants, une fille prénommée Monica, et un fils qu'elle appela France, en mémoire de son frère mort à Kharkov. Elle apprit à Monica à cuisiner, dans la même cuisine, avec les mêmes gestes que Gertrude. Sans recette ni mesure, juste les mains, l'attention et la conviction que la nourriture faite avec amour nourrit bien plus que le corps. Et quand Monica fut en âge de saisir, Laïcel lui raconta l'histoire. Pas toute l'histoire, pas le camp, ni la famine, ni les 6 jours, seulement l'essentiel. Elle lui parla d'un homme qu'elle n'avait jamais connu, qui lui avait servi un plat au goût du foyer, qui s'était assis en face d'elle pour manger la même chose sans un mot, laissant le repas s'exprimer seul. Qui avait compris, sans qu'on le lui dise, qu'on touche une personne qui a tout perdu, non par les mots, la raison ou la contrainte, mais par ce qui unit tous les humains, au-delà des langues, des nations ou des guerres. Un repas partagé en silence, avec attention. « Qui était-ce » demanda Monica. « Je l'ignore, » répondit Laïcel. « Je n'ai jamais su son nom. »« C'est triste, » dit Monica. Laïcel secoua la tête. «
Non, ce n'est pas triste. Je n'avais pas besoin de son nom. J'avais besoin de sa nourriture et il me l'a donnée. C'était suffisant. Ça l'a toujours été. Liesl Weber vécut jusqu'à 81 ans. Elle mourut en 2002 à Stuttgart, dans une chambre d'hôpital imprégnée d'antiseptiques et de cire pour sol, sans aucune odeur de cuisine. Sa fille, Monica, était à son chevet. Son fils Franz était en route, mais n'arriva pas à temps. Dans ces dernières heures, Liesl n'était plus tout à fait lucide. Elle allait et venait entre conscience et néant. Elle marmonnait des bribes que Monica ne saisissait pas toujours. Fragments de souvenirs, noms du passé, mots en allemand et, curieusement, quelques termes anglais qu'elle avait gardés en elle 57 ans, sans jamais apprendre la langue. La dernière phrase claire qu'elle prononça, d'une voix si faible que Monica dut se pencher pour l'entendre, fut celle-ci. « This food is made with love. » Les mots de Gertrude, dans une chambre d'hôpital à Stuttgart, 57 ans après la destruction d'une cuisine. 60 ans après le départ d'une fille de foyer. Une vie après qu'une mère s'était tenue devant un fourneau en croyant que ce qu'elle préparait avait du sens. Monica serra la main de sa mère et murmura en réponse « Eat it with gratitude ». Liesl esquissa un sourire infime, de ceux qui naissent au bord de l'inconscience quand le corps s'abandonne, mais que l'âme retarde encore un peu. Puis elle s'en alla. À Bardstown, Kentucky, James Darnell était mort 16 ans plus tôt, en 1986. Il avait 72 ans. Son dîner avait fermé depuis 8 ans. Le bâtiment fut rasé et remplacé par un parking. Mais le pot d'ail des ours derrière le dîner survécut à la démolition. Il s'enracina dans le sol, se propagea le long de la clôture et continua de pousser, sauvage et oublié, des années durant, après la disparition de tout le reste. Sa fille Ruth le reconnut aussitôt. Un printemps, bien des années plus tard, lors d'un retour en ville. Elle s'agenouilla, cueillit une poignée d'ail des ours et la porta à ses narines pour inhaler son parfum vif, vert et vibrant de vie. Elle ignorait toute l'histoire. Elle se rappelait seulement ce que son père lui avait confié un jour, alors qu'elle avait 16 ans. Que la nourriture compte vraiment, que chaque assiette est un échange, que, quelque part dans un camp en Louisiane, une pomme de terre, un peu de saindoux et une poignée d'ail sauvage avaient compte sauver la vie d'une femme. Elle emporta de l'ail chez elle. Elle le planta dans son jardin. Il poussa. Il pousse encore aujourd'hui. 2 cuisines, l'une à Stuttgart, l'autre dans le Kentucky, séparées par un océan, une guerre et une langue que ni l'un ni l'autre des cuisiniers ne comprenaient. Reliés par 3 ingrédients et par cette conviction commune, franchissant les continents, les cultures et l'immense fossé atroce de la guerre. La nourriture n'est jamais seulement de la nourriture. Un repas peut porter une âme. Un dialogue peut se nouer sans un mot. Et parfois, ce qui vous sauve n'est pas celui qui vous dispute, qui vous raisonne ou qui vous oblige à survivre. Parfois, c'est celui qui s'assoit en face de vous et partage votre repas.